Rebonjour, vous voyez là pour ce cours-là un magnifique dessin que vous trouvez sur le site d'Alain Fischer, qui est un grand immunologiste. Et vous avez un professeur maintenant, Salima Senbe, qui vient de l'équipe d'Alain Fischer. Donc là, on lui rend hommage au passage avec ce splendide dessin qui provient encore une fois de son site. Alors, on va parler de la génération de la diversité du répertoire lymphocytaire, des gènes des immunoglobulines, et en introduction, je vous rappellerai qu'on produit par jour, en fait, un grand nombre de lymphocytes B, puisqu'on en produit à peu près 5 milliards par jour. Premièrement, donc grande production de ces lymphocytes B. Ces lymphocytes B sont capables de reconnaître avec leur récepteur, l'antigène, un nombre considérable de structures antigéniques. Ça veut dire que non seulement ils sont en grand nombre, ces lymphocytes B, mais ils sont capables d'exprimer une très très grande variété de récepteurs, donc d'immunoglobulines de surface. Cette production en fait, d'immunoglobulines de surface se fait au cours d'un processus de maturation, parce que comme on va le voir au démarrage, le lymphocyte ou les précurseurs de ces lymphocytes ne portent même pas d'immunoglobulines de surface, ne sont pas capables en fait, de se transformer en plasmocytes. Il va y avoir donc des processus de maturation lymphocytaire, et c'est au cours de ce processus de maturation lymphocytaire que ces lymphocytes vont pouvoir exprimer tous leurs récepteurs de surface pour qu'il y ait finalement un très grand répertoire de lymphocytes et un très grand répertoire d'immunoglobulines de surface. Alors, au cours de cette maturation, vous verrez qu'il va se produire des phases où le lymphocyte va d'abord proliférer. Il va ensuite se développer pour commencer à générer des récepteurs de surface. Le lymphocyte, au cours de sa maturation, va changer de phénotype. Ces récepteurs de surface vont acquérir, et le lymphocyte avec lui, des compétences fonctionnelles. Mais au cours de cette maturation lymphocytaire, il va aussi y avoir des processus de sélection. C'est-à-dire qu'il faut tout de même que vous ayez un large répertoire lymphocytaire, un large répertoire d'immunoglobulines de surface, mais il va falloir sélectionner ce répertoire pour qu'il soit principalement dirigé contre des antigènes du non-soi. Ça, c'est uniquement en guise d'introduction, avec ici une belle photo d'un lymphocyte, 5 milliards par jour. Et d'abord, quelles sont les caractéristiques générales de la maturation des lymphocytes? Donc, caractéristiques générales de la maturation, on vient de les survoler. On a dit, voilà, il y a une phase de prolifération de ces lymphocytes, suivie par une phase où vous allez générer la diversité des lymphocytes avec une expression de récepteurs de surface différents. Et puis, il y aura cette phase de sélection du répertoire avant d'acquérir des compétences fonctionnelles. Donc, une phase de maturation et de prolifération, une phase de génération de la diversité avec expression des récepteurs, puis
une troisième phase de sélection du répertoire et d'acquisition des compétences fonctionnelles. Alors ça, vous voyez ces phases ici qui apparaissent. Vous voyez les phases de maturation et de prolifération précoce, qui sont des événements majeurs. Au fur et à mesure que le lymphocyte mature, il va commencer à exprimer ses récepteurs de surface. On va voir qu'il exprime d'abord des récepteurs qui sont incomplets, qui sont non fonctionnels. Ensuite, il va se mettre à exprimer de multiples récepteurs. Il va falloir que vous sélectionniez finalement quels sont les récepteurs qui sont essentiellement dirigés, on va le voir, contre des antigènes du non-soi. Vous n'avez pas besoin de vous encombrer avec beaucoup de lymphocytes avec des récepteurs de surface dirigés contre des antigènes du soi. Et ensuite, une fois que vous aurez sélectionné les bons lymphocytes dirigés contre des antigènes donc du non-soi, a priori, ce lymphocyte mature va pouvoir se transformer en lymphocyte effecteur, c'est-à-dire en plasmocyte. Donc c'est au cours de toute cette phase de maturation des lymphocytes qu'il va y avoir en fait génération de la diversité du répertoire lymphocytaire. Il va y avoir ce remaniement des gènes des immunoglobulines pour avoir des immunoglobulines fonctionnelles à la surface. Alors, première phase que l'on va voir, on va commencer du début, c'est la phase de maturation précoce. Alors, au départ, vous partez tout simplement de cellules souches qui sont pluripotentielles. Et ces cellules souches pluripotentielles, elles sont au niveau de la moelle osseuse essentiellement. Vous savez que vous en avez également, notamment au niveau du foie fœtal. Et vous vous souvenez que de temps en temps, lorsque vous avez besoin de beaucoup de lymphocytes, vous pouvez refaire appel à ces cellules pluripotentes qui sont au niveau du foie. Si vous regardez bien, ces cellules, en fait, vont maturer pour donner des progéniteurs lymphoïdes. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Ces progéniteurs lymphoïdes vont finalement maturer soit pour les lymphocytes B et les cellules NK dans la moelle osseuse, mais ces progéniteurs lymphoïdes, qui au départ étaient bien dans la moelle, certains de ces progéniteurs vont maturer au niveau du thymus pour donner, cette fois-ci, les lymphocytes T. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est tous les remaniements de gènes et toute la maturation, en fait, soit des lymphocytes B, soit des lymphocytes T. Comme, en fait, ça c'est important ce que je vais vous dire, les mécanismes et les processus de maturation des lymphocytes et de génération, en fait, des récepteurs de surface sont assez similaires pour les lymphocytes B et pour les lymphocytes T. Moi, je vais me focaliser essentiellement pour ce qui se passe pour les lymphocytes B. Pour les lymphocytes B, il va y avoir donc une maturation qui va aboutir à ce qui est à la surface un récepteur particulier qui est une immunoglobuline de surface, alors qu'on aura les mêmes mécanismes pour qu'à la surface du lymphocyte T, il y ait d'autres types de récepteurs qui ne sont pas des immunoglobulines membranaires, qui sont ce qu'on appelle le récepteur T à l'antigène. Mais les mécanismes, encore une fois, pour générer ces récepteurs sont les mêmes, sauf que pour les lymphocytes T, la maturation se fait dans le thymus, alors que pour les lymphocytes B et les cellules NK, qui sont une population de lymphocytes, ça se fait dans la moelle. Alors, même processus de maturation. Au départ, voilà ce qui se passe. Vous avez la cellule souche qui est pluripotente. Vous êtes bien toujours dans la moelle. Vous notez bien que la cellule souche pluripotente est une première cellule dont on va parler, qui est la cellule
probées, à la surface, vous n'avez aucune immunoglobuline. Mais ce qui se passe au départ, c'est qu'à partir de la cellule probée, vous avez en fait une forte activité mitotique pour qu'il y ait une forte multiplication de ces cellules probées. Et encore une fois, ce serait la même chose pour les cellules protées. Donc, forte activité mitotique. Et dans ces cas-là, cette activité mitotique est activée par des cytokines. Et la cytokine qui est importante pour activer cette activité mitotique, c'est en fait l'IL-7. Donc, l'IL-7, c'est une cytokine qui est produite par les cellules stromales de la moelle. Cellules stromales de la moelle qui produisent cet IL-7, qui sont responsables de la forte activité mitotique. Et si ce mécanisme, en fait, de prolifération, qui est un mécanisme très précoce, ne se produit pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'aurez pas de multiplication des cellules probées, et déjà, vous avez certains patients qui ont ce qu'on appelle des déficits immunitaires combinés sévères. Il y a un déficit immunitaire combiné sévère qui est lié au chromosome X. Et ce déficit immunitaire lié à l'X est dû en fait à un défaut non pas au niveau de l'IL-7 dont vous avez besoin, mais au niveau du récepteur de l'IL-7, bien entendu, qui est à la surface des lymphocytes. Si ce récepteur ne fonctionne pas bien, vous ne pourrez pas avoir de prolifération des cellules probées. Ça vous donnera bien entendu un déficit immunitaire important puisque vous ne serez pas capable de faire des cellules. Vous serez capable de faire un peu de B, ce qui peut montrer que les probées peuvent se passer de l'IL-7, mais par contre, vous ne ferez pratiquement pas de cellules T. Bien, ça c'était donc la première phase. On est arrivé, maintenant on a progressé, on est passé de la cellule souche pluripotente à la cellule probée. Seconde phase, il faut que le pointeur il soit de ce côté-là, sans ça il ne marche pas quand je le mets là. Seconde phase, oui c'est bien ça. Recombinaison et expression des gènes codants pour les récepteurs de l'antigène. Donc là, on était à la cellule probée. Maintenant, on va passer progressivement. Cette cellule probée, elle est en train de se multiplier. Et on va passer progressivement d'une cellule pré-B à une cellule B immature. Alors, il va y avoir au niveau des gènes des immunoglobulines, et ça on le verra en partie aujourd'hui, sans doute plus demain, des remaniements des gènes des immunoglobulines pour que finalement ces gènes commencent à coder pour des immunoglobulines qui vont être à la surface. C'est des processus qu'on appelle de recombinaison somatique. Donc ça va vous être détaillé. Recombinaison des gènes des immunoglobulines pour qu'ils soient capables justement de générer des immunoglobulines qui sont à la surface. Au passage, vous notez ce qui est important, c'est que ces remaniements des gènes des immunoglobulines qui vont faire que le lymphocyte ou la cellule probée qui n'exprimait pas à la surface des immunoglobulines, la cellule pré-BL se met à exprimer, on va le voir, d'abord des chaînes lourdes avec une chaîne variable un petit peu particulière. Elle est dessinée ici en rouge alors que la chaîne lourde là. Ça s'est fait parce qu'il y a eu des recombinaisons des séquences d'ADN au niveau des gènes qui codent pour les immunoglobulines. Cette recombinaison aboutit donc à la cellule pré-B qui, à sa surface, a bien une chaîne lourde des immunoglobulines que vous connaissez bien.
Par contre, je vous ai dit que la chaîne légère, elle était un petit peu particulière, puisque cette chaîne légère, elle est quasiment invariante. Donc les cellules pré-B, maintenant, ont une immunoglobuline un petit peu particulière à la surface, avec une chaîne légère qui est quasiment invariante, qui est toujours la même. Il va continuer à y avoir une maturation des cellules pré-B pour que cette cellule pré-B se transforme en cellule B que l'on appelle une cellule B immature. Cette cellule B immature, maintenant, est capable non pas d'avoir une chaîne légère invariante comme tout à l'heure, mais bien une chaîne légère qui va commencer à varier d'un clone d'immunoglobuline, d'un clone de lymphocyte à l'autre. Alors, toute cette maturation, qui est déjà un travail considérable qui est en train de faire le lymphocyte, encore une fois, vous notez que ça se fait en absence de l'antigène. Vous n'avez toujours pas eu l'antigène et pourtant vous avez commencé à fabriquer des immunoglobulines de surface avec des chaînes légères maintenant qui sont variables. Mais pour faire tout ça, il faut tout de même que vous contrôliez ce qui se passe à chaque étape. Et vous allez voir qu'à chaque étape de ce processus de maturation du lymphocyte, vous avez en fait des mécanismes de contrôle. Ici, vous êtes à une cellule pro-B. Vous allez faire, à partir de cette cellule pro-B, une cellule pré-B, qui a donc cette immunoglobuline un petit peu particulière à cette surface. Si pour une raison X, le lymphocyte n'a pas été capable de réarranger correctement ces gènes des immunoglobulines pour qu'à la surface, il y ait cette immunoglobuline un petit peu particulière, à ce moment-là, vous avez un processus de sélection pour faire mourir le lymphocyte qui n'a pas été capable de remanier correctement ces immunoglobulines et de passer du stade pro-B au stade pré-B. Donc vous avez ici un point de contrôle. Ça, c'est un premier point de contrôle. Si vous voulez maintenant passer du stade de lymphocyte pré-B ou de cellule pré-B à une cellule B immature qui cette fois-ci exprime complètement les gènes des immunoglobulines, également, certaines des cellules pré-B ne sont pas capables de réarranger correctement les gènes des immunoglobulines pour se transformer en cellules B immatures. Et si elles ne sont pas capables, vous avez un processus de sélection qui fait que vous allez éliminer par apoptose, par mort cellulaire programmée, par apoptose, vous allez éliminer ces lymphocytes. Alors, ces processus de sélection sont extrêmement drastiques, puisque vous allez éliminer en fait 90 à 95% des cellules B. Donc, parmi tous vos progéniteurs de cellules pro-B, vous en aurez éliminé 90 à 95%, donc soit au stade pré-B, soit au stade B immature. Malgré ça, vous êtes toujours capable d'en fabriquer 5 milliards par jour, tout en ayant éliminé 90 à 95%. Donc, processus de sélection qui a modelé le répertoire des lymphocytes B. Vous avez des points de contrôle, vous en avez vu déjà 2. Ensuite, vous avez des points de contrôle qui se passent ultérieurement. Votre cellule B immature, en fait, elle va commencer, ou elle peut commencer à avoir, à ce moment-là, l'antigène. Et vous avez... Je ne sais pas ce qui fait ça, je sais pas mon... Non, mon téléphone est fermé. Non, il est ouvert. Ok, j'ai compris. Alors,
Processus de sélection, on a vu déjà là qu'on avait éliminé 90 ou 95%. Là, il y a un point important à comprendre. C'est que jusqu'à présent, vous n'aviez pas vu et vous avez sélectionné en fait vos lymphocytes en l'absence d'antigènes. Et puis, vous allez avoir ultérieurement, on va le voir, au moment où vous allez commencer à rencontrer l'antigène, vous allez avoir des processus de sélection. Et le premier processus de sélection est en fait un processus de sélection positif des lymphocytes B. Vous allez garder les lymphocytes B qui reconnaissent un antigène du soi, mais si cette reconnaissance est de faible affinité avec un antigène du soi. Donc, il y a deux voies. En haut, vous avez un lymphocyte B qui, de toute façon, reconnaissait des antigènes du non-soi très bien, mais vous allez pouvoir sélectionner aussi des lymphocytes B qui commencent à reconnaître l'antigène du soi, mais sélection positive, il faut que la reconnaissance soit de faible affinité. Le lymphocyte en haut, il n'a encore vu personne, non. Mais le lymphocyte du bas, il a vu un antigène du soi, mais faible affinité, c'est une sélection positive. Autre point de contrôle de la maturation du lymphocyte, vous pouvez faire cette fois-ci une sélection, mais une sélection négative. Cette sélection négative va se faire lorsque votre cellule B immature qui voit un antigène du soi, mais si il voit cet antigène du soi et qu'il a une forte affinité pour l'antigène du soi, à ce moment-là, il va éliminer le lymphocyte. Donc vous avez un processus de sélection, à nouveau un processus de sélection négative, où à nouveau, ce lymphocyte qui avait bien travaillé jusqu'à présent, il avait progressé, il avait échappé ici à une sélection, à une première sélection, il avait échappé à une seconde sélection, il s'était transformé en cellule immature qui exprimait bien une immunoglobuline, qui était une IgM. Mais là, cette IgM, en fait, reconnaît un antigène du soi avec une forte affinité. À ce moment-là, il va l'éliminer. Si par contre, il ne reconnaît pas cet antigène du soi avec une forte affinité, il va pouvoir cette fois-ci continuer à vivre. Il va devenir cette fois-ci un lymphocyte B, non pas immature, mais un lymphocyte B mature naïf. Quelle est la différence entre une cellule B immature et un lymphocyte B mature naïf? La différence, vous la voyez ici. Là, vous n'aviez qu'une seule immunoglobuline de surface. Cette fois-ci, le lymphocyte B mature naïf, lui, a 2 immunoglobulines de surface. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu une maturation du lymphocyte. Vous avez des lymphocytes qui ont commencé à avoir un antigène, mais qui était un antigène du soi, soit avec son immunoglobuline de surface ici, avec son seul anticorps de surface. Il reconnaissait l'antigène du soi avec une faible affinité, il pouvait continuer à vivre et il allait maturer. Soit il reconnaissait un antigène du soi avec une forte affinité, il allait être éliminé. Et puis, il y a tous les lymphocytes qui, eux, n'avaient rien à voir avec un antigène du soi, portaient une immunoglobuline de surface qui, de toute façon, faible affinité ou forte affinité, ne reconnaissait pas un antigène du soi. Eux, de toute façon, ils vont pouvoir continuer à vivre et ils se transforment cette fois-ci en cellules immatures exprimant le récepteur, ici, en lymphocyte B mature naïf. Qu'est-ce que c'est un lymphocyte B mature naïf? Vous le reconnaissez bien, il a encore une fois ces 2 immunoglobulines de surface, une IgM, on va le voir, et une IgD, celle dont on a parlé tout à l'heure, celle qui est très flexible. Mais on l'appelle toujours naïf parce que lui,
il n'a encore vu aucun antigène du non-soi. On est d'accord? Ce lymphocyte B, il est bien mature, naïf, il n'a vu aucun antigène du non-soi. Ceux qui ont été contrôlés pour l'instant, c'est ceux qui étaient susceptibles de voir des antigènes du soi. Alors, cette maturation jusqu'à la cellule B immature, cette cellule B immature qui avait une IgM de surface, qui allait ou non être éliminée suivant que cette IgM de surface reconnaissait un antigène du soi avec une forte ou avec une faible affinité. Maintenant, cette cellule B immature, elle va se transformer en cellule B mature naïve. C'est toujours dans la moelle que ça se passe. Donc c'est toujours dans la moelle que jusqu'à présent, certaines cellules ont pu rencontrer un antigène du soi et être éliminées. Ne vous reste plus théoriquement que des cellules B matures naïves qui n'ont pas vu un antigène du non-soi, qui éventuellement ont pu maturer parce qu'elles ont reconnu un antigène du soi mais avec une faible affinité. Et ces cellules B matures naïves, elles vont pouvoir passer dans un endroit qui est extrêmement important, qui est le ganglion. Alors, on est toujours dans le procédé de sélection de maturation des lymphocytes. Vous commencez à avancer, vous avez vu que du précurseur lymphoïde, on est passé à des clones de lymphocytes qui ont été récemment formés, qui sont des cellules qui sont immatures pour l'instant. On a vu qu'avec un antigène du soi qui est présent dans les organes lymphoïdes primaires, bon, elles sont autour de vous, ces antigènes du soi, ben vous avez pu les éliminer, toutes celles qui avaient une forte affinité pour l'antigène du soi. Donc, c'est la sélection négative. Il y a aussi un autre processus de sélection du lymphocyte, c'est que c'est assez subtil. Ce lymphocyte, s'il reconnaît un antigène du soi et qu'il veut survivre, il va changer l'immunoglobuline de surface. Il va y avoir un changement de spécificité de l'immunoglobuline de surface. Il y a donc une sélection des lymphocytes. Un, vous l'éliminez parce qu'il reconnaît un antigène du soi avec une forte affinité, terminé pour lui. Un autre, il va pouvoir survivre parce qu'il reconnaît un antigène du soi avec une faible affinité. Un autre, il va pouvoir survivre parce qu'il va changer la spécificité en fait de l'immunoglobuline de surface. Et puis tous les autres qui, eux, sont encore naïfs, c'est-à-dire n'ont encore vu aucun antigène du soi ou du non-soi, ils vont pouvoir maturer, ils vont passer du stade immature au stade mature, naïf. Je vais doucement parce que c'est compliqué ça. Hein, voilà. Voilà le lymphocyte mature naïf. Tout ça c'est fait avec, en fait, l'expression à la surface de deux immunoglobulines différentes. Le point important qu'il faut souligner, c'est que ces deux immunoglobulines différentes qui sont à la surface du lymphocyte mature naïf ont la même spécificité antigénique, c'est-à-dire elles ont les mêmes régions variables. C'est important ça. Donc vous avez à la surface IgM et IgD, mais ces IgM et IgD ont exactement les mêmes régions variables. Alors ce que l'on va voir, c'est que ces lymphocytes matures naïfs vont aller au niveau des ganglions. Et c'est au niveau des ganglions qu'en fait, ils vont rencontrer des antigènes du non-soi pour devenir fonctionnels. Mais ça, on va en parler un petit peu plus loin. Pour l'instant, vous avez simplement maturé vos lymphocytes, vous avez commencé à recombiner les gènes, vous avez commencé à sélectionner en fait le répertoire des lymphocytes B qui vous intéresse. Donc il ne vous reste plus, en théorie, que des lymphocytes qui sont capables de reconnaître des antigènes du non-soi avec faible affinité
des antigènes du soi, pardon, avec faible affinité, ou des antigènes du non-soi. Maintenant, il va falloir tout de même que vous acquérissiez des compétences fonctionnelles. Ces lymphocytes ne sont pas là uniquement pour reconnaître à leur surface des antigènes. Donc, l'antigène va arriver, stimulation de l'antigène, et maintenant, acquisition de compétences fonctionnelles. Donc ça, ce sont les derniers stades de la maturation du lymphocyte. Et ces derniers stades vont conduire finalement du lymphocyte B mature, naïf, capable de répondre à l'antigène. Au départ, il est naïf, mais il est capable de répondre à l'antigène. Puis en fait, il va se transformer, on va le voir, en lymphoblaste et en plasmocyte. Donc, voilà. Ce lymphocyte mature, naïf, que l'on reconnaît par les 2 immunoglobulines de surface, même si je me répète plusieurs fois, comme c'est vraiment compliqué, je n'hésite pas à me répéter. Il va être capable d'être stimulé par l'antigène. Il va se transformer cette fois-ci non pas en cellule B mature naïve, mais en cellule B activée. Et vous reconnaissez le lymphocyte B activé, c'est que là, il y a eu un changement entre le naïf et l'activé. C'est que cette fois-ci, sur le lymphocyte B activé, il ne produit plus à nouveau qu'une seule immunoglobuline de surface. Cette immunoglobuline de surface, ça peut être, ou ça va être au départ une IgM, ça peut être ensuite une IgG, une IgA, une IgE, une IgD, mais ce lymphocyte qui était naïf, qui au départ avait toujours un lymphocyte naïf, c'est toujours IgM, IgD à la surface. Ensuite, il reconnaît un antigène particulier. Encore une fois, l'IgM et l'IgD ont la même spécificité, reconnaissent le même antigène. Il va y avoir une activation de ce lymphocyte naïf, une acquisition de compétences fonctionnelles, une maturation de cette cellule qui a été activée par l'antigène, pas uniquement par l'antigène, on va le voir, une activation en soit plasmocyte, soit en lymphocyte B mémoire. Alors, cette activation se fait au niveau du ganglion. Au niveau de la moelle épinière, de la moelle osseuse, lapsus catastrophique. Parce que justement, dans les questions, de temps en temps, quand on vous demande, mais finalement, c'est produit où les lymphocytes, si vous répondez moelle épinière, vous vous souviendrez, c'est embêtant. C'est moelle osseuse. Bien. Dans la moelle osseuse, vous rencontrez des antigènes du soi. C'est là où s'est fait la maturation et votre sélection des lymphocytes. Les antigènes du non-soi, vous allez les rencontrer dans les ganglions. Vous vous souvenez de l'histoire que je vous avais rencontrée? Si vous coupez, ou ceux qui actuellement ont un rhume, ou si vous coupez, c'est plus simple. Si vous coupez, vous avez une infection, vous avez des cellules présentatrices d'antigènes qui vont capter l'antigène au niveau de la peau, qui vont le transporter au niveau du ganglion, et c'est dans le ganglion que se fait la rencontre entre les cellules présentatrices, l'antigène et les lymphocytes. Donc, on est bien là maintenant dans le lymphocyte. Dans les lymphocytes, vous aviez vos cellules, vos lymphocytes B matures naïfs. Voilà les antigènes étrangers qui arrivent au niveau du ganglion. Maturation de ce lymphocyte naïf qui ne l'est plus, qui se transforme cette fois-ci en lymphocyte mature, activé. Un autre schéma qui vous montre ces derniers stades de maturation des lymphocytes B. Donc ça se passe dans les ganglions. Vous avez vu l'antigène. Première chose, voilà l'antigène qui est un antigène étranger. Autre chose, vous vous souvenez que le grand principe que l'on a vu pour les B et pour les T, c'est que la reconnaissance d'un premier signal ne suffit pas pour qu'un lymphocyte qui était mature, naïf, soit maintenant un lymphocyte activé vraiment et commence à proliférer. Pour que ces lymphocytes vraiment
prolifère, se transforme en lymphocyte B activé, en lymphoblaste, en plasmocyte. Ici, il faut qu'il y ait un second signal. Donc, lymphocyte B mature, qui n'est plus cette fois-ci naïf, il va se transformer avec la reconnaissance de l'antigène, avec un second signal, en lymphocyte B activé. Ça se transforme en lymphoblaste, prolifération, différenciation, production cette fois-ci d'immunoglobulines qui ne sont plus des immunoglobulines de surface, qui sont des immunoglobulines sécrétées. Et ces immunoglobulines sécrétées vont pouvoir reconnaître en fait un antigène par exemple de surface d'une cellule pour la détruire. Voilà. Cellule B mature naïve. Cellule B activée. Donc la cellule B activée, elle est là. Lymphocyte B. Voilà. Tac. Voilà. Alors là, je vais modifier encore le schéma. Parce que si je prends le schéma là, ici, je fais disparaître le naïf, mais il faut que je fasse disparaître au passage une immunoglobuline. D'accord? Puisque quand le lymphocyte va devenir un lymphocyte mature non naïf, il perd en fait l'immunoglobuline de surface, il devient un lymphocyte activé. Donc voilà, donc je vais rechanger une nouvelle fois. Je ne l'ai pas encore mis sur le site, donc ça va. Donc on va le changer. Alors, tout ce travail qui se fait au cours de la maturation des lymphocytes B, tout ce travail se fait à l'intérieur de la cellule et se fait parce qu'il y a une réorganisation en fait des gènes des immunoglobulines à l'intérieur de la cellule. Donc c'est ça que l'on va voir maintenant. En fait, pour coder des immunoglobulines, vous avez un certain nombre de gènes, ce qu'on appelle également des segments géniques. Et en fait, ces gènes sont localisés chez l'homme pour les chaînes légères sur le chromosome 22, pardon, sur le chromosome 2. Hop, il y a des choses qu'il faut que je corrige. Chaîne légère lambda, donc 22. Chaîne légère kappa 2. Chaîne lourde 12. Donc deuxième correction. Donc ici, la localisation chromosomique des gènes qui codent pour les immunoglobulines. Il faudrait presque que je note les corrections qu'il faut que je fasse, parce que je vais les oublier. Premier point, donc en fonction des chaînes, la localisation des gènes n'est pas sur le même chromosome. Lambda 22, kappa 2, lourde 14. Premier point. Second point, c'est que ces segments géniques, pour les chaînes légères, il y a des segments que l'on appelle des gènes qui codent les gènes V. Vous les avez ici en jaune. Donc vous avez un certain nombre pour les chaînes légères kappa des gènes qu'on appelle des gènes V. Ensuite, vous avez d'autres gènes qui sont les gènes J. Et ensuite, vous avez d'autres gènes qui sont les gènes C. On le verra, les gènes V et les gènes J, ils vont coder en fait pour les régions variables, alors que les gènes C pour la région constante des chaînes légères. Et en fait, là vous avez déjà un premier message, c'est qu'on va voir le nombre de gènes V et de gènes J sur ces chaînes légères, ça sera la même chose pour la chaîne lourde, sont finalement assez peu nombreux, mais comme vous pouvez les recombiner ensemble, ces gènes V et ces gènes J, de multiples façons, n'importe lequel V peut se mettre avec n'importe lequel J,
le nombre de combinaisons différentes que vous pouvez faire avec un petit nombre de gènes est finalement extrêmement grand. Donc ça, c'est pour les chaînes légères. Ce que je vous avais dit, c'est que V et J, ça code pour les régions variables, C pour les régions constantes. Pour les chaînes lourdes, c'est un petit peu différent. Vous avez sur les chaînes lourdes des gènes V, en jaune toujours, des chaînes J, ici, qui sont en vert. Voilà, chaîne lourde, je suis ici, V, J en vert. Et vous voyez pour les chaînes lourdes que vous avez d'autres gènes, ici, qui sont en orange, qui sont les gènes D. Et bien entendu, vous avez ensuite d'autres gènes qui sont les gènes C. Pour les chaînes lourdes, V, D, J, c'est ce qui va coder pour les régions variables des chaînes lourdes. C, c'est ce qui va coder pour les régions constantes des chaînes lourdes. Encore une fois, ce qui frappe ici, on va revenir là-dessus, c'est que pour faire un nombre immense de régions variables sur les chaînes lourdes, vous avez un nombre de gènes V, D, J qui est petit. Alors là, vous retrouvez, la chaîne lourde, elle est ici, et vous retrouvez ici coloriées des régions variables de la chaîne lourde qui sont codées par les gènes V, D ou J. Autre chose que vous remarquez sur ce schéma-là, si vous regardez bien, c'est que avant les segments, que ce soit sur les chaînes variables ou les chaînes lourdes, sur les gènes qui codent pour les chaînes variables ou les chaînes lourdes, je vous ai parlé de segments VJ, je vous ai parlé de segments VDJ. Il y a ici un petit gène, un petit segment de gène que vous voyez ici en mauve, qui est important, qui est le gène L pour leader. Alors, ce gène L, ça code pour, en fait, un peptide signal. Ce qui va vous permettre, à un moment donné, ce peptide signal, que votre chaîne d'immunoglobuline pénètre dans la lumière du réticulum endoplasmique pour maturer. Mais la séquence d'acides aminés correspondant à ce peptide signal, vous ne retrouvez pas cette séquence dans la séquence de l'immunoglobuline, que ce soit à la surface du lymphocyte ou sécrétée. Mais à un moment donné, tout de même, vous avez besoin de ce gène qui code pour les peptides signal. Bien. Et voilà les peptides signal. Alors, on vient de voir que pour les chaînes légères comme pour les chaînes lourdes, il y a des gènes V ici, il y a des gènes C. Comment ça a été découvert? En fait, celui qui a fait ça, on va voir, c'est un prix Nobel. C'est Tonegawa. Tonegawa, il a cloné l'ADN de la lignée germinale. Qu'est-ce que c'est la lignée germinale? C'est le lymphocyte avant qu'il ait remanié ses gènes des immunoglobulines. Donc, il a cloné l'ADN germinal. Ça s'est fait chez la souris. Puis ensuite, une fois qu'il avait cloné cet ADN germinal, il a fait le séquençage complet, ce qui ne s'était jamais fait, de l'ADN germinal d'une chaîne légère lambda de souris. Et ensuite, il a comparé en fait la séquence de l'ADN germinal à la séquence connue des acides aminés de la région variable de la chaîne lambda.
on va voir ça. Donc, il fait le clonage de l'ADN germinal, ici. Il compare la séquence de nucléotides de l'ADN germinal avec la séquence d'acides aminés de la région lambda. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve bien la séquence correspondant pour les 97 acides aminés, mais en fait, les nucléotides qui correspondent aux autres 13 acides aminés, il ne les trouve pas derrière les nucléotides qui codaient pour ces 97 acides aminés. Je répète, il a séquencé tout l'ADN germinal. Il regarde ensuite la séquence d'acides aminés. Pour les 97 premiers, il trouve bien ici la séquence de nucléotides qui correspond aux 97. Puis pour le 98e d'acide aminé, elle n'est pas là, la séquence de nucléotides. Tiens, ça veut peut-être dire ça, et ça a été son hypothèse et ça a été vérifié, qu'il y a en fait deux gènes différents qui sont à distance l'un de l'autre, l'un qui code pour une partie de la région variable de la chaîne légère, et l'autre qui est effectivement, et qu'il a fini par trouver, qui code pour les 13 derniers acides aminés. Vous vous souvenez qu'une région variable, ça fait 110 acides aminés. Il a trouvé qu'en fait, il y a à distance un second gène qui code en fait pour la partie ici 97-110 ou 98-110 de la séquence correspondant à la région variable de cette chaîne légère lambda. Donc ça, c'était une découverte extrêmement importante, montrant qu'il y avait deux segments géniques qui codaient pour la région variable. Et une chose importante, si vous regardez ici, voilà, il ne l'avait pas trouvé ici, il l'a trouvé là. Et en fait, Tonegawa, qui c'est très jeune, 1939, maintenant il fait beaucoup de... il s'intéresse au système nerveux, Tonegawa. Ça c'est Tonegawa en 2004, il a un petit peu vieilli, 2004. Je crois qu'il est toujours à Boston, parce qu'il travaillait à Boston. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une région importante qui vous intéresse, c'est-à-dire la région CDR3, ici, cette région CDR3, si vous regardez bien, comme par hasard, elle se trouve ici. On a ici CDR1, CDR2, CDR3. Cette région CDR3, qui était une région hyper variable, elle est comme par hasard à cheval, en fait. Il y a certains acides aminés de CDR3 qui sont justement codés par cette région J et d'autres qui sont codés par la région V. Et on va voir que ça permet, le fait que CDR3 soit à cheval sur ces deux régions, ça va permettre justement une très très grande variabilité de la séquence de CDR3. Alors maintenant, quand on regarde sur les chaînes légères lambda, sur les chaînes légères lambda, regardez l'arrangement des gènes. Il est assez particulier. Vous voyez qu'il y a à peu près 30 gènes V qui sont les uns à la suite des autres, chacun avec une séquence leader. Donc 30 gènes V. Et ensuite, vous avez 1, 2, 3, 4 gènes J pour la chaîne légère lambda. Et la séquence, vous avez J, ensuite le gène qui code pour une région constante, un autre J, etc. Donc, vous avez 30 V lambda, 4 en fait J lambda et 4 C lambda. Donc pour l'instant, on a des V et des J, on est sur les chaînes légères. Si vous regardez la famille multigénique des chaînes kappa, pareil,
on a à la fois que des V, mais on en a finalement entre 35 à 40. Des J, on en a 5, et vous voyez, ils sont les uns derrière les autres sur la chaîne, sur l'ADN germinal. Et vous avez un seul C, le C kappa. Donc, kappa et lambda, ce n'est pas la même chose. Ça va? Ou vous êtes déjà perdu? Non, on n'entend pas. Un peu perdu? Bien. 30 secondes maintenant pour terminer sur la famille multigénique des chaînes lourdes. Alors celui qui a trouvé la famille multigénique des chaînes lourdes, c'est en fait Lioud. Lioud, vous le voyez, ça s'est pris en 1980. 1980. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant, on en était en 1980, c'est pas si vieux que ça, hein, ça a 28 ans. On pensait qu'il y avait VJ. Donc Lioud, il a aussi fait la comparaison entre l'ADN germinal, mais cette fois-ci d'une chaîne lourde, et la séquence d'acides aminés, en fait, de la région variable de la chaîne lourde. Alors là, il a trouvé, effectivement, les gènes correspondant pour les 94 premiers acides aminés. Il a trouvé les gènes correspondant aux 98 à 113e acides aminés. Donc, clairement, pour coder cette région variable, vous aviez besoin de 2 gènes, mais il reste 95-97 pour lesquels, au départ, on n'a pas trouvé le gène. Donc, Lioud a fait l'hypothèse que pour la région variable des chaînes lourdes, il devait y avoir un 3e gène. Et effectivement, c'est à nouveau Tonegawa qui a trouvé le 3e gène, c'est-à-dire cette fois-ci, ils ont pu bénéficier de l'ADN réarrangé, c'est-à-dire ils avaient l'ADN réarrangé qui provenait de myélome. Ça leur a permis, avec cet ADN réarrangé ici, de fabriquer une sonde pour aller repérer dans l'ADN germinal où se trouvaient en fait les gènes qui codaient pour ces acides aminés-là. Donc là, l'ADN a été réarrangé. Donc il y a bien ici des nucléotides qui ont codé pour ces acides aminés qui nous manquent. Pour trouver sur l'ADN non réarrangé, l'ADN germinal, donc on a fabriqué une sonde une sonde correspondant à cette partie orange, pour aller repérer sur l'ADN germinal où étaient les gènes qui codaient pour les acides aminés qui nous manquaient. Et ces gènes, c'est des gènes qui sont codés par les gènes D, donc ces gènes D que vous voyez ici. Et au passage, je vais m'arrêter là pour vous laisser le temps d'assimiler tout ça. Il y a une chose qui est importante, c'est que si vous regardez à nouveau où se trouve la région très importante CDR3 en fait des immunoglobulines, regardez ici, la région CDR3, elle chevauche non seulement le gène, la région qui est codée par le gène D, mais également cette région CDR3, il y a une partie de cette région CDR3 qui est codée par un petit peu du gène V et un petit peu du gène J. Donc là, vraiment, cette région CDR3, elle va pouvoir avoir une très très grande variabilité, puisqu'il y aura des variabilités jonctionnelles, des changements d'acides aminés, un grand nombre de combinaisons. Voilà, vous allez souffler un petit peu sur tout ça. Et on en reparle la prochaine fois.